Pour arriver à ça, il faut un maillage extrêmement important. Musk parle d'équiper Starlink d'au moins 12 000 satellites. Il pourrait même y en avoir au-delà de 40 000. Avec ses lanceurs performants et ultra économiques, Elon Musk, le surdoué du marketing, vise désormais un marché qui pourrait rapporter gros. L'Internet par satellite. Sa nouvelle aventure, lancée en 2015, s'appelle Starlink. Dans tout le portefeuille entrepreneurial d'Elon Musk, s'il y avait une poule aux œufs d'or, c'est Starlink. Musk envisage des revenus de l'ordre de 25 milliards de dollars par an avec Starlink. Avec SpaceX, il a les lanceurs, il construit les satellites de Starlink. Donc on voit que Musk maîtrise tous les échelons du processus. Et c'est ça qui lui permettra d'avoir une manne financière extraordinaire. Le cœur de cible d'Elon Musk, ce sont tous les foyers situés dans les zones blanches du globe, sans accès à un réseau Internet. L'un des fantasmes aujourd'hui de l'humain, c'est de pouvoir être connecté partout. Le concept d'Elon Musk, c'est de dire, grâce à une constellation de satellites, on va pouvoir avoir Internet partout dans le monde. La plupart des satellites qui nous permettent de communiquer, ce sont des satellites géostationnaires qui sont à 36 000 km d'altitude. Et le problème, c'est que comme ils sont très très hauts, eh bien, ils nous apportent du temps de latence et on se retrouve avec quelques secondes de décalage. Elon Musk a choisi de placer ses satellites 60 fois plus bas, à 550 km d'altitude. À cette distance, la latence est bien plus faible. Une trentaine de millisecondes contre 600 millisecondes pour les satellites géostationnaires. Au sol, l'utilisateur est équipé d'un kit de connexion avec antenne parabolique. Il envoie ou reçoit un signal vers un satellite Starlink, ou plutôt vers la galaxie Starlink. Car comme aucun d'entre eux ne reste au-dessus de la même zone terrestre, il en faut un maximum pour quadriller le ciel et assurer la continuité des communications. C'est un peu l'inverse de ce que nous vivons quand on est en voiture et quand on capte la 4G. On bouge tout le temps, on va passer d'un émetteur à l'autre. Et bien là, c'est l'inverse. Nous, on bouge pas, mais c'est les émetteurs, en fait, qui vont passer d'un émetteur à un autre et qui vont nous permettre d'avoir la même connexion. Pour arriver à ça, il faut un maillage extrêmement important. Musk parle d'équiper Starlink d'au moins 12 000 satellites. Il pourrait même y en avoir au-delà de 40 000. Aujourd'hui, au total, il y a environ 4000 satellites en activité au-dessus de nos têtes. Avec le projet d'Elon Musk et celui de ses concurrents tels que OneWeb ou Amazon, ce nombre va croître de manière exponentielle. De quoi multiplier les risques de collision dans l'espace. De quoi gêner un peu plus les astrophysiciens qui scrutent le ciel. Ça empêche les scientifiques de travailler. Parce que aujourd'hui, ce réseau de satellites en orbite basse, ça crée une pollution lumineuse et en termes de radiofréquence très importante. Pour l'instant, le ciel a des airs de Far West. Les nouveaux acteurs du spatial y placent leurs pions sans trop de frein. Et c'est Elon Musk qui pourrait bien se tailler la part du lion. Encore une fois, il casse le modèle économique et devient un concurrent de tous les opérateurs télécoms du monde entier. Il prétend avoir une position assez humaniste en fournissant Internet, quelle que soit sa position sur le globe. Mais Musk, c'est un industriel qui a une vision du futur et qui veut avoir les fonds pour financer cette vision. Le rêve le plus cher, pour lequel il est prêt à casser sa tirelire, c'est cet objet de désir qui peuplait ses lectures d'enfance. La planète Mars. Une planète que Musk considère aujourd'hui comme le plan B de l'espèce humaine. L'histoire va bifurquer dans deux directions. Le premier choix, c'est de rester sur Terre pour toujours. Et là, il y aura probablement une extinction. Je n'ai pas de date pour cet apocalypse, mais finalement, l'histoire suggère qu'il y aura une telle apocalypse. L'alternative, c'est de devenir une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire. Et j'espère que vous pensez aussi que c'est la bonne voie à suivre. Pour atteindre cet objectif invraisemblable, SpaceX
a dû imaginer un monstre de puissance et de technologie. SpaceX développe un système de fusée réutilisable qui, une fois construit, sera la plus grande fusée de l'histoire. L'ensemble mesure 120 mètres. Bien plus grand et bien plus puissant que toutes les fusées ayant transporté des humains dans l'espace. Même le mythique lanceur des missions Apollo est en deçà avec ses 110 mètres de haut. L'ensemble Starship a 2 étages. Il y a le premier étage, qui est massif, qu'ils appellent Super Heavy, et l'étage supérieur, qui est en fait ce qu'on appelle Starship. L'espace utile de cette maxi-navette de 50 mètres de long est immense. Plus de 1000 mètres cubes pour pouvoir transporter 100 personnes. Ces 2 réservoirs principaux contiennent du dioxygène et du méthane liquide. Pourquoi du méthane? Parce qu'on peut en fabriquer sur Mars en vue du voyage retour. Pour fabriquer du carburant sur Mars, il faut faire réagir le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau, présente sur Mars sous forme de glace, et vous pouvez ainsi produire du méthane et de l'oxygène comme carburant de fusée. En fait, c'est le carburant le moins cher et ça pourrait être suffisamment bon marché pour développer les voyages intercontinentaux sur Terre. Si l'ensemble Super Heavy et vaisseau Starship n'a pas encore fait ses preuves, la navette seule a réalisé la prouesse spectaculaire d'atterrir à la verticale. Avec son look tout droit venu des années 50. Au départ, Elon Musk voulait utiliser des matériaux composites pour avoir un poids ultra léger, mais c'était trop complexe. Donc, il a fait marche arrière et utilisé l'acier inoxydable, un matériau que l'on trouve facilement. Et même si ça réduit un peu les performances de la navette, c'est beaucoup plus facile à travailler. Navette en acier inoxydable, carburant spécifique, 29 moteurs pour la seule Super Heavy. L'imagination des ingénieurs de SpaceX n'a pas de limite. Et encore moins quand il s'agit de faire le plein en vol pour effectuer les 60 millions de kilomètres qui nous séparent de la planète rouge. Il y a la fusée Super Heavy qui emmène la navette jusqu'à environ un tiers de sa vitesse orbitale. Puis, le lanceur retourne sur le site de lancement. Il ne va pas sur Mars. La navette se propulse alors toute seule sur le reste du trajet jusqu'à son orbite. Mais là, vous avez une navette à court de carburant. Du coup, l'astuce, c'est de faire voler d'autres navettes. Leur charge utile, c'est un supplément de carburant qui serait transvasé dans la première navette jusqu'à ce qu'elle ait assez de carburant pour quitter l'orbite terrestre et naviguer vers Mars. Si Musk a jeté son dévolu sur la planète rouge, ce n'est pas à cause de la science-fiction, mais parce que c'est la planète la moins complexe à coloniser. Mars est connu comme la planète rouge parce qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer dans le sol, qui est donc la couleur de la rouille. Mars, d'abord, c'est la planète la plus proche et la planète la plus vivable, malgré ses conditions infernales. À midi, à l'équateur, la température peut atteindre 20 degrés. Mais la température moyenne jour-nuit sur Mars est d'environ moins 50 degrés. Il y a une atmosphère toute fine. C'est environ 1% de l'atmosphère terrestre. Vous retirez votre casque sur Mars, en raison de la basse pression, vous mourrez en 2 minutes. Le sang se met à bouillir. Là, il est impossible de respirer l'atmosphère martienne. Avant de transformer l'atmosphère martienne, les premiers colons devront vivre sous cloche. Un scénario digne de la science-fiction. Même si à en croire ses derniers tweets, Musk est persuadé que c'est pour bientôt. L'humanité sera sur Mars, de votre vivant. Je suis convaincu que nous ferons atterrir nos premiers terriens sur Mars avant 2030. Elon Musk parle de le faire d'ici à 2026 ou quelque chose comme ça. Et il est généralement assez optimiste dans ses projections. Mais en tout cas, je pense que ça va se faire. Musk envisage également d'envoyer des colons autour des satellites de Jupiter et de Saturne. Pour lui, ce ne serait aussi qu'une étape vers la colonisation entière du système solaire.